Merci sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Alors on a du boulot aujourd'hui, hein. On va commencer par la direction. On vote bien avec monsieur le directeur, des hommes sans épaules. Oui, écoutez, le quatrième passage quand même. Quatrième passage, c'était quoi le dernier? C'était Claude Pellieux et la Beat Generation. On a fait un, 42 des hommes sans épaules. On a fait un Perret ensemble ou pas? Il y a eu une émission Perret, mais j'ai pas pu venir. J'étais invité, mais j'ai pas pu venir. C'est mieux en mieux. Frédéric Tison, bonjour. Bonjour. Vous avez publié Le Dieu des Portes. Oui. D'accord. Aux éditions Librairie Galerie Racine, Les Hommes sans épaules. Sur les hommes sans épaules. Avec sur la couverture une photo, mais il n'y a pas d'auteur, il n'y a rien, on ne sait pas ce que c'est. J'en suis l'auteur. D'accord. Et qui c'est ce garçon-là? Alors, ce n'est pas un garçon, c'est un ange. Oh mon Dieu. C'est une sculpture que j'ai découverte au musée du château de Vitré. Et c'est une tête d'ange du XVIe siècle sans doute, dont j'ai isolé un détail. J'ai trouvé que les yeux étaient particulièrement beaux. Et comme je fais de la photographie, elle n'est pas retouchée cette photographie. Et il m'a semblé, je l'avais proposé plusieurs à Alain Breton, qui est le directeur des éditions Librairie Galerie Racine, et il a choisi celle-ci. D'ailleurs j'en étais très, très content parce que c'était aussi l'idée que j'avais pour ce livre. Voilà. Et quand un malheur n'arrive jamais seul, nous avons mademoiselle Odile Cohen-Havas, bien sûr. Voilà, il faut bien dire, quand on vient avec son garde du corps, on l'assume, monsieur Christophe Dauphin. Nous lui devons Les Fausses Célestes, aux éditions Raphaël de Surtis. Donc je crois que vous connaissez le directeur, monsieur Paul Sanda aussi. Absolument. D'accord, voilà. Sarah Alexandrian à Postfacé, je dis bien Postfacé, c'est un très beau livre. Ah, merci. Très, très, très beau livre. C'est un plaisir de vous avoir tous les trois. On a plein de choses à se dire. Monsieur Christophe Dauphin, c'est bien de venir aux émissions de radio en apportant le dernier numéro de la revue. Comme ça, on n'a pas le temps de la lire. Hein? Vous l'avez, vous allez quand même pas vous plaindre. D'accord, je laisse déjà quelque chose. Par vous reveniez, vous reveniez quand même. Hein? Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Donc, on a plein de choses à se dire. Il faut quand même dire bonjour à Nanos. Nanos Valoritis. Oui, on devait l'avoir au téléphone. On ne va pas l'avoir, mais on lui fera part de l'émission, on lui fera parvenir l'émission. Oui, ça c'est très bien. Enfin, je pense que... Alors, est-ce qu'en Grèce, on peut écouter la radio, a priori pas évident, mais les Grecs ont un sens du système D, et je suis sûr qu'ils sont parvenus à nous écouter. Voilà, ils ont dû trouver un moyen et ils nous écoutent. Donc on salue Nanos, et puis Faustini Papariga également, la traductrice de Nanos, entre autres de ses poèmes. Amir Carnaval, c'est ça? Voilà, Amir Carnaval. Alors je l'ai relu ce matin et je me suis aperçu, on est en plein dans le sujet, rassurez-vous pour tout le monde, que cette préface, c'est une préface que vous avez faite, monsieur Dauphin, est sérieusement politisée. Et j'ai l'impression que vous politisez de plus en plus vos dires, ce qui, selon moi, n'est pas un défaut. Hein. Politiser, oui, il y a des notions effectivement de politique, puisqu'il s'agit de Nanos Valoritis, qui a 96 ans, qui est un poète grec. Il est considéré aujourd'hui comme le plus grand poète grec vivant, et l'un des plus importants de l'époque contemporaine, avec Ambirikos, Élitis, qui étaient de ses amis. Et un poète grec a une particularité, c'est qu'effectivement, il épouse, on va dire, l'histoire de son pays. Et c'est difficile de parler de la Grèce ou de présenter quelqu'un comme Nanos Valoritis qui traverse le siècle, qui est un siècle grec à lui tout seul, sans évoquer le sort et l'histoire sanglante de son pays. Mais vous l'actualisez dans le sens où vous prenez des positions nettes de par sa voix par rapport à ce qui se passe au niveau économique, par rapport à ça de la Grèce. Bon, de toute façon, j'ai jamais prétendu, même en tant que directeur de revue, et essayer cet objectif. Je suis complètement subjectif et j'ai toujours donné mon avis dans mes écrits et dans mes essais, et j'ai continué. Et cette préface d'Amir Carnaval, c'est pareil. Parce qu'il y a des choses qui étaient difficiles de contourner, effectivement. Il y a l'histoire de la Grèce contemporaine que les gens ne connaissent pas, parce que la Grèce... On va y revenir, Christophe, on va y revenir. Je me calme. D'accord, c'est bien, Christophe. Non, tout ça pour dire que le lien littérature aux poésies et politique, c'est quand même quelque chose qui va ensemble. Donc, vendredi à 19h30 à Publico, 145 rue Adelot de la 11e, métro République ou du Calvaire, là.
On présentera, moi j'en suis le préfacier, donc je prends mes responsabilités, le livre de Patrick Le Petit, Louis-Ferdinand Céline, antisémite, anti-maçon. Il se trouve que, pour moi et pour Patrick, c'est un livre remarquable d'ailleurs, pour moi et Patrick, ce sont des choses qui sont évidentes, et on a eu des réactions dans tous les bords, faisant que... Je pense que vous l'avez lu, mademoiselle Cohen-Abbas, Odile. Je l'ai lu, voilà, et je trouve que c'est un livre absolument remarquable, sans bavure, d'un engagement et d'un courage sans faille. Hein. C'est quelque chose de très très important, et surtout ce sans bavure. Hein. C'est-à-dire qu'il engage son opinion, qu'il engage une action de rejet. Il y a un moment très émouvant où Patrick dit « J'ai aimé Céline », je crois que ça se termine comme ça, et je ne l'aime plus. C'est-à-dire qu'il lui a donné suffisamment de raisons justement pour déchoir et de son affection et de son jugement intellectuel, etc., etc. Donc ce livre était nécessaire parce que c'est très rare un sans bavure à ce point. Maintenant, je pense que tout ce qu'on avait à dire et tout ce qu'il y avait à dire sur Céline a déjà été dit et qu'il faut entendre ce qui a déjà été dit et qu'après il faut commencer un peu à se taire sur l'affaire Céline. Moi, Céline, je l'ai rencontrée à la fac, je ne sais plus, dans les années 80 à peu près, où commençait d'être réhabilitée. Et je n'ai jamais éprouvé un engouement exceptionnel pour son œuvre. Alors je ne comprenais pas, c'était pas du tout à la mode, et j'étais en décalage avec mes camarades qui tous trouvaient que Céline extraordinaire, etc. Et finalement, c'est un peu à la lecture de au moment de cette relecture de Céline maintenant, que j'ai compris pourquoi je ne l'aimais pas. Parce qu'il y a dans son œuvre, il n'y a pas une once de lumière, et il n'y a pas une once d'amour. Et Céline n'a de cesse que de démontrer qu'il n'y a pas d'amour dans le monde. Donc si on prend Céline, si on veut le réhabiliter, à quel titre? De vouloir le transmettre aux générations qui viennent? Transmettre quoi? C'est ça que justement de haine, parce que finalement, pourquoi il ne s'est pas suicidé Céline? Mais pourquoi il avait un regard tellement désespéré sur le monde? Mais pourquoi il ne s'est pas suicidé? Quand on est noir à ce point dans son âme, dans son corps, dans ses illusions, quand plus rien n'existe. Mais parce que je crois qu'il vivait de ça, de ce ferment, de transmettre, d'inoculer sa haine aux autres. C'est ça qui le tenait, d'inoculer la haine. Et si on parle encore de Céline aujourd'hui, on est encore dans sa manipulation. Ça, c'est une chose. Et une autre chose beaucoup plus grave, que parler de Céline, c'est encore parler de ce qui sous-tend l'œuvre de Céline, l'antisémitisme. Et que si Céline est morte, parce qu'il n'y a aucune transmission possible aux générations à venir. Parce que quelle génération, surtout, ils ont d'autres chats à fouetter, excusez-moi l'expression pour les chats, mais ils ont d'autres chats à fouetter aujourd'hui que de s'occuper de quelqu'un qui était dans cette négation de tout, n'est-ce pas? C'est ça. Et je le répète, il n'a de cesse que démontrer qu'il n'y a pas d'amour dans le monde. Le livre de Patrick va un peu plus loin quand même. Il montre que c'est pas seulement la littérature, il montre que Céline a été un collaborateur quand il va voir les autorités allemandes qui pleurnichent pour qu'on réédite ses œuvres, il manque de pudeur. Quand il dénonce Robert Desnos, voilà, Desnos, j'y vais parce que c'est épouvantable. Il demande qu'on photographie le nez de Desnos en 43-44, alors que c'est vraiment avoir un nez crochu à l'époque, c'est peut-être pas très élégant. Mais bien sûr, quand je parle de sa littérature, ça englobe aussi les personnages, et on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Frédéric, je pense que l'engouement qui a eu lieu pour Céline vient de ce que le siècle passé en tout cas, a été avide de propositions formelles concernant la littérature, et qu'évidemment Céline a inventé une écriture, ça c'est indéniable, et qu'on a certainement surestimé son intérêt littéraire parce qu'il avait inventé une forme. Or, cette forme-là, qui est une des formes littéraires qui a été inventée au XXe siècle, il y en a quand même d'autres beaucoup plus intéressantes à lire. Donc mais c'est cette fascination pour la forme, à mon avis, qui fait que, encore une fois, il est considéré comme un classique dans l'université. Mais je pense que c'est cela. C'est parce que sa forme a fasciné, et puis elle était intéressante. En Voyage au bout de la nuit, il y avait quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Et il en a bénéficié, alors que d'autres voix, qui étaient des voix beaucoup plus généreuses pour le coup, et puis et tout aussi novatrices, voire davantage. Je pense par exemple à Artaud, quand même, ou toute l'écriture surréaliste. Et puis ensuite, alors je pense peut-être moins au nouveau roman, mais en tout cas des écritures nouvelles. Comme celle de Céline était nouvelle parmi d'autres, elle a
l'écrivain Céline en a bénéficié. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a 3 semaines, à ce même micro, j'ai fait une lecture des lettres que Antonin Artaud a écrites à Pierre Laval en 1943. Et voilà, c'est extraordinaire comment où il lance des notre sorts Antonin, aussi, il lui dit, alors on est en 43, il y a un peu la situation politique, ça va très mal, et il lui dit, alors vous vous souvenez de moi, on s'est rencontrés, vous êtes venus manger à la maison, vous savez, je suis parti en Irlande, chercher la canne de Saint-Patrick, puis il fait 3 lettres comme ça qui font 2 pages, c'est absolument extraordinaire. Parce que puisque je vous tiens le Dieu des portes, les Tison là, alors ce sont les portes de Rome. Je voulais dire une dernière chose. Vous êtes là pour ça, je signale, oui. Par rapport à Céline, c'est qu'il n'y a pas que Céline aussi. Il y a une espèce de dédouanement et de réhabilitation d'écrivains absolument ignobles. Donc on parle de Céline, on pourrait parler de Lucien Rebattet. Lucien Rebattet qui a fait l'objet d'une publication dans la collection bouquins chez Robert Laffont, quand même, avec son livre Les Décombres, le best-seller entre guillemets de l'occupation. Voilà, donc ces gens-là, c'est une certaine façon de les dédouaner, quoi, et de les remettre en scène, de les republier. Alors qu'à côté de ça, quelqu'un comme Jean Prévost, qui était un poète, un romancier absolument extraordinaire, un des chefs du maquis du Vercors, lui est laissé dans l'ombre. On a l'impression qu'on pourrait faire les salauds quelque part aux gens bien. Avant que je revienne, coupez-moi la parole, je ne vais rien vous dire, continuez comme ça, comme vous êtes arrivé ponctuellement, je vous en prie, soyez bref. Ce que je voudrais dire aussi, évoquer aussi Céline, c'est évoquer aussi toujours la bête immonde qui gronde, celle de l'antisémitisme, qui n'est pas morte, n'est-ce pas? Et c'est extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Parce qu'il y a ça. Brasillac aussi. Christophe, vous, en tant que directeur de revue, est-ce que vous... Non, je ne publie pas Brasillac. Non, mais est-ce que quelqu'un d'extrême droite pourriez publier? Ça serait compliqué. Voilà, je vais vous donner un exemple, on va dire aux gens, on se connaît depuis longtemps quand même. Hein. Nous avons eu dans nos relations lointaines quelqu'un qui tenait des propos racistes, antisémites et d'extrême droite, c'est Christian Bachelin. Oui, Christian Bachelin, mais enfin bon... Très bien, je vais vous gêner légèrement à ce moment. Non, ça me gêne pas. Bon, Bachelin a été publié, oui, par Guy, notamment Guy Chambellan, et c'est quelqu'un aussi qui jouissait pas de toutes ses facultés. J'essaye pas de trouver des excuses, parce que c'est absolument inqualifiable. Il n'a jamais fait partie déjà de notre comité, donc on n'a pas une grande proximité avec Bachelin, si ce n'est qu'il a été publié chez Guy. Il a raconté la racine de façon... non, oui, pas périodique, oui, bien sûr. À l'époque du Pont de l'Épée. Enfin bon, c'est quelqu'un qui n'était pas non plus au meilleur de sa forme psychologique, Bachelin. Frédéric Tison, les portes de Rome sont des portes mythiques, abstraites, concrètes. Après, je vous dirai pourquoi cette question un peu simple, j'ai envie de dire. On peut les prendre de plusieurs façons. Le titre n'est pas Janus, on est bien d'accord. Mais évidemment que Janus est le dieu des portes. Il ne s'agit pourtant pas dans ce livre de faire un traité sur Janus, je le précise bien, il n'en est plus question après les premières pages. Et je pense que ce dieu-là, le dieu des portes, il est partout, et on le retrouve, il est ubiquiste. Moi je pourrais comparer à un poète qui est mythique, demi-mythique, c'est Aristéas de Proconèse, qui est cité dans l'enquête d'Hérodote, et dont on a dit plus tard qu'après sa mort, qu'il était réapparu 50 ans après, 100 ans après, un peu comme s'il avait découvert la pierre philosophale à son époque et qu'il traversait les siècles et les époques. Alors, donc c'est cela en fait, c'est cette idée d'un dieu des portes, un dieu guide, un dieu qui n'a plus besoin de nous. D'ailleurs, son nom disparaît derrière la civilisation. Vous connaissez Rome bien? Oh bien non, j'y suis allé une fois. Ah oui, non. Voilà. Vous avez entre ce qu'on appelle Campo dei Fiori et le ghetto romain, il y a une porte abstraite, c'est-à-dire que vous traversez la rue, et effectivement vous passez dans l'autre monde. Et c'est à quoi j'ai songé en lisant votre livre. Dans l'espace, dans les lieux. Et donc pour aller d'un endroit à un autre, on utilise des portes, mais pas forcément des portes de maison. Mais ça, c'est les portes dont vous venez de parler, c'est cela. Parce que je pense que Frédéric délivre une parole d'amour, précisément, et que le Dieu, il n'est pas entièrement mort, parce que n'importe qui, n'importe quoi, je crois, tous les éléments, les êtres de la création, toutes les créatures, les choses, l'univers, d'ailleurs, il y a 3 parties, c'est Heurteville, sur le modèle de Perceval, donc qui englobe un peu tout ça, et je crois que ça fait du bien, cette espèce de manne poétique,
qui nous délivre, Frédéric, et qui, effectivement, à travers le déplacement, à travers le voyage, quelque chose de très Hölderlin, là-dedans aussi, le voyage initiatique, d'un cycle qui doit s'accomplir, n'est-ce pas, quitte à revenir après à son point de départ, mais ayant ramené la lumière sacrée, la lumière spirituelle, hein, et je crois que cette démarche poétique, à travers ce livre, hein, eh bien, c'est de ranimer le visage et le regard et l'amour en chaque chose. Et finalement, le voyageur, le Dieu, hein, est un Dieu d'amour, hein, porteur de cette parole, et qui va non pas animer la création et les créatures d'amour, mais redorer l'amour. N'est-ce pas? Revenir avec un souffle pur qui est celui du poète, hein, et ranimer, redorer comme ça toute la création, hein, d'un souffle d'amour. Et comment faire en nommant les choses, et en les nommant dans leur simplicité. C'est-à-dire, c'est même pas des choses grandioses ou des recherches poétiques démesurées, n'est-ce pas? C'est ce face à face avec la créature, je vais te nommer. Mais je vais te nommer avec mon regard d'amour. Et quand je t'aurai nommé avec mon regard d'amour, tu existeras tel que tu dois exister en toi-même, c'est-à-dire justement dans ta valeur et ta force intrinsèque d'amour. Donc vraiment, pour moi, c'est la manne poétique, c'est ça. Hein, et la mission du poète, c'était celle quand même. Hölderlin disait que sa mission poétique, hein, c'était précisément, hein, que le monde vive selon... la poésie devait sauver le monde. Hein. Alors, je ne sais pas si bon, je pense que tu as lu Hölderlin, je n'ai pas besoin de te le demander, hein, mais tu trouves ton propre chemin par rapport à lui. Hein. C'est pas du tout, c'est pas comparable. Il y a des appels, il y a des rappels, hein, mais en même temps, tu trouves ta propre voix, n'est-ce pas, hein. Mais il y a quand même ça, cette mission poétique, hein, cette responsabilité du poète, cette responsabilité. Tu es très investi d'une responsabilité de poète. Hein, qu'en nommant les choses, il faut ramener l'amour et délivrer les choses et les créatures, les êtres, hein, les amants aussi. Hein, et l'amour en lui-même, hein, et ben de toute cette gangue justement, dans ton grossièrement, ces cendres, voilà, j'ai vu à travers. C'est bien. C'est vrai? Très bien. J'ai prêté votre livre à quelqu'un qui était intrigué par un mot encore une fois de la préface ou de la postface, c'est le mot trobard. Vite fait, s'il pouvait... Ah bah le trobard, c'est toute la tradition des troubadours, hein, c'était la façon qu'ils avaient de parler de leur art. Hein, il y avait le trobard, il y avait plusieurs trobards, et le plus connu maintenant c'est le trobard clus, celui qui était caché, hein, le langage crypté. Caché des oiseaux, non, c'est ça? Non. C'est pas ça, non? Enfin, comment dire, c'est-à-dire... C'était que les phrases... C'était comme le texte était tissé, en fait, c'est quoi l'étymologie, tu sais? Trobard, trouver, tout simplement, oui. C'est des trouvailles, hein, et on retrouve... C'est considérer le poème comme un objet à construire. C'est pas le langage des oiseaux, c'est pas le langage où il y a un début de phrase qui se suit 3 lignes plus loin. Il peut y avoir des jeux de sonorités à l'intérieur, absolument. Oui, il peut y avoir des jeux de sonorités. Il y a aussi des cryptogrammes à l'intérieur qui sont cachés, dont il faut trouver la clé. Oui, c'est très riche. Et d'ailleurs, on retrouve ça, je retrouve ça, en tout cas, je pense qu'on retrouve ça chez Mallarmé. C'est une évidence, il y a toute une tradition comme ça qui se perpétue jusqu'à Mallarmé, où l'on prend le texte vraiment pour ce qu'il est, on décortique jusqu'à la lettre, hein, jusqu'à l'os du mot, et pour le faire résonner, voilà, presque comme on soufflerait dans un os justement pour le faire chanter, hein, il y a cet aspect-là. Et le trobard, c'est ça, c'est considérer le langage comme étant quelque chose de presque matériel, comme mais encore, et puis ça rejoint ce que disait Odile tout à l'heure, c'est-à-dire on utilise ces mots-là aussi pour nommer quelque chose, mais qui est au monde, qui est vivant. Hein. Le Dieu des portes, encore une fois, est vivant, bien entendu. Il ne s'agit pas de célébration, c'est même pas forcément une nostalgie, hein, même si moi-même je le suis quand même, mais c'est vraiment une célébration de ce qui est aujourd'hui, de ce qui a toujours été. Il y a chez le Marquis de Sade, c'est très drôle, je vais être obscène, excusez-moi, Nabas. Il y a des lettres comme ça, pour les sortir de la prison, et dans ces lettres très respectables, et si on noircit la première ligne, la troisième ligne, on joue comme ça en trémaille, là, ça donne « Madame, j'ai envie de vous enfiler », etc. Bon, c'est pas la première fois que les hommes sans épaules s'intéressent à la poésie grecque. Il y a le numéro 40, via Jacques Lacarrière, non? Personnage cosmopolite, bouillonnant. Tout à fait, le numéro, il
numéro 40 qui est pas si loin que cela, effectivement. Donc on avait consacré un dossier à la poésie grecque, enfin au poète grec, on va dire contemporain, via le prisme, effectivement, de Jacques Lacarrière. Jacques Lacarrière, bon, est-ce qu'il est besoin de le présenter? Je vous pose la question. Non, mais j'ai un problème, j'ai testé votre mémoire. Est-ce qu'il n'a pas écrit, vous allez voir le truchement qui est un peu dur, peut-être, il n'a pas écrit un livre sur la gnose? Si. Là, vous l'avez lu? Non. Il est très bien. Nous avons un ami commun qui me l'a offert, Paul Sanda, que vous connaissez peut-être, je ne sais pas. Oui, absolument. D'accord, voilà, c'est un... Donc, il y a tout un arc chez Lacarrière, comme traducteur, comme voyageur, comme explorateur. Poète aussi, poète aussi. Donc, essayiste. Donc, vous ne l'avez pas rencontré? Si, mais de façon furtive, trop furtive, hélas, mais bon, c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, ses livres sont extraordinaires, c'est quelqu'un qui émerveille, et on a des amis communs, et il était comme cela également dans la vie, quoi, quelqu'un de très simple, une culture absolument encyclopédique, mais vivante, hein, donc c'était une sorte de pic de la Mirandole sur des sujets vraiment très très vastes, quelqu'un de passionnant. Alors là, il est question de la Grèce, parce que la Grèce occupe une place très importante a occupé une place très importante dans sa vie et également dans son œuvre. Il y a le livre L'été grec, qui est l'un de ses chefs-d'œuvre, entre autres. Et il a été également donc l'ami de tous les poètes grecs contemporains, quoi. Il les a tous connus, il les a tous traduits. Et c'est un passeur, quoi. C'est un passeur de vie et un passeur de poésie. Et s'agissant de la poésie grecque, hein, et pas seulement, il n'y avait personne d'autre que lui pour ce dossier. Alors évidemment, ça s'est fait de manière posthume, mais avec des textes peu connus, hein, donc, puisque c'est lui effectivement qui la préface, donc c'est un texte de Jacques Lacarrière qui présente la poésie grecque contemporaine, et tous les poètes qui suivent sont présentés également par des textes de Jacques Lacarrière, et les poèmes ont été traduits de manière magistrale par Jacques Lacarrière. Je pourrais mettre du poivre dans la soupe, il y a une anthologie de la poésie grecque classique, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a été faite par Brasillac. Oui, et il y a eu un débat, faut-il la rééditer ou pas, et il y en a beaucoup qui disent que oui. Bien sûr, il faut la rééditer. Voilà. Non, mais non, pas... Il faut la rééditer, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Il paraît qu'elle est très bien, enfin moi je la connais pas, hein, Il y a la poésie aussi, l'anthologie de la poésie grecque ancienne par Marguerite Yourcenar. Oui, Marguerite Yourcenar. Ça c'est en poésie Gallimard, ça c'est toujours disponible. Ça vous inspirait, vous, la poésie grecque, ou absolument pas, ou vous en foutez totalement? À part Olberlin. Non, bien au contraire. Tout à l'heure, on parlait de l'ouvrage de Lacarrière sur les gnostiques, que j'ai lu et que j'ai trouvé absolument remarquable. Bienvenue sur Radio Libertaire 89.4, M. Frédéric. C'est une grande cultivée ici. Je vous en prie. Il y a une continuité remarquable dans l'œuvre de Lacarrière, parce qu'il parle de Hérodote, bien entendu, il parle des poètes contemporains, des poètes grecs contemporains. Mais s'il a parlé des gnostiques et s'il en a fait un livre, c'est parce qu'il voit dans les gnostiques, les premiers gnostiques, de très très grands rêveurs, donc de très grands poètes. Mais dans le sens où le rêve ne s'oppose pas, c'est pas quelque chose de... C'est pas une rêverie, hein, il ne s'agit pas du tout de cela, c'est le rêve en tant que la vérité n'est pas nécessairement le réel. C'est-à-dire que le rêve ne s'oppose pas nécessairement à la vérité. C'est considérer que le rêve nous sommes tissés de rêves, parce que nous ne pouvons pas savoir quelle est la vérité. La vérité, bon. On est en face de choses que nous appelons réelles, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand on parle du rêve, là en revanche on peut vraiment dire qu'on sait de quoi on parle, puisque nous sommes tissés de rêves. Et chez les gnostiques, ce que l'on voit, ce sont des systèmes religieux, on va dire, mystiques, tout à fait étonnants, très variés, très complexes. Donc maintenant on peut les lire d'ailleurs dans la bibliothèque de la Pléiade avec l'édition du corpus de Nag Hammadi, là, qui est très très beau, avec des textes tout à fait étonnants, mais vraiment stupéfiants, où l'on voit les disciples danser autour de la figure de Jésus, et puis bon, cette idée aussi que Jésus n'a pas de forme, ou qu'il en a une, enfin, toutes sortes de... Alors les gnostiques, c'est très très varié, ça peut aller de la débauche la plus complète, vous parliez de ça tout à l'heure, on peut se retrouver dans
la philosophie dans le boudoir, ou bien chez les moines les plus stricts qui soient. Et tout est justifié par l'idée que la vie est recouverte de voiles et que nous rêvons. Et que donc il n'est pas possible de construire un système tel que le christianisme officiel, qui s'opposait à les gnostiques, à ce christianisme officiel qui commençait à avoir de plus en plus de pouvoir. Hein. Et voilà, c'est dans cela que les gnostiques, ce sont pour la carrière, en tout cas, puis moi, ce sont des grands poètes. Parce que leur système est poétique. Au niveau du rêve et de la vérité, les surréalistes ont fait un très bon boulot là-dessus. Hein. S'il faut se référer à ça, c'est à eux. Hein. Et monsieur Christophe Dauphin, que je pense que vous vous intéressez un brin aux surréalistes, vous n'avez pas l'impression que depuis quelques années, toute la paroque, on a essayé de jouer la carte de l'occulte par rapport aux surréalistes en quittant la carte du politique, justement. C'est pas une impression que vous avez ? Non, ça serait un peu excessif de dire ça, mais disons que l'ésotérisme, l'occultisme a été... Ça se porte bien. Oui, ça se porte bien, ça a été une préoccupation chez certains surréalistes, mais pas chez tous. Le surréalisme, c'est avant tout un mouvement matérialiste et athée. Et ça, ça ne peut pas se remettre en cause. Mais à côté de ça, c'était un mouvement, effectivement, qui visait à l'ouverture de l'être. Et l'ouverture de l'être vraiment à 360 degrés, donc sans a priori. Et on sait très bien que certains se sont intéressés, effectivement, à l'ésotérisme. Bon, il y a eu Saran Alexandrian qu'on a bien connu, mais des gens qui n'étaient pas forcément initiés à quoi que ce soit. Ça, c'est deux choses différentes. Par exemple, pour Saran Alexandrian, il s'intéressait énormément à l'alchimie, mais pour lui, l'alchimie, c'était pas question de se mettre au fourneau derrière un athanor, c'était plutôt justement la beauté de la langue, le langage secret, le pouvoir de l'imaginaire. Donc c'est ça surtout qui les intéressait. Et André Breton aussi était plus dans ce sens. Maintenant, il y en a certains qui, effectivement, eux, sont carrément devenus ésotéristes ou alchimistes. On en connaît quelques-uns. Par exemple, notre ami Paul Sanda, lui, est carrément plus qu'initié, carrément imbibé dedans. Mais ce qui n'était pas le cas des surréalistes. Et il y a carrément des surréalistes qui sont restés athées, matérialistes purs et durs, et qui ont fermé la porte, justement, à cette ouverture. Vous avez dans l'ACNO... Donc ça serait excessif. Des fois, on accorde à cette présence au sein du surréalisme, ou chez certains surréalistes, une part trop importante, à mon avis, par rapport à celle qu'elle occupe, quoi. Oui, d'accord. Vous avez dans la gnose des textes très durs au niveau de la morale, par exemple, qui s'oppose justement à la morale chrétienne. Je crois que c'est noté dans le livre de la carrière sur la gnose, on bouffe du fœtus. Oui. C'est-à-dire que l'orgie est aussi quelque chose qui est monnaie courante. Oui, alors, il faut faire attention, parce qu'il y a deux choses. Il y a aussi des textes qui ont été écrits par les chrétiens orthodoxes pour discréditer aussi certaines thèses. Mais il est vrai que dans certaines sectes gnostiques, dans le sens ancien, groupe, enfin, on pratiquait des choses sacrilèges, hein, mais parce qu'on considérait que le corps n'était rien. Les gnostiques, ce sont des étincelles tombées dans le corps, et qui ont chuté dans le temps. Donc le corps, qu'est-ce que c'est? Rien du tout, c'est transitoire. Donc on peut même manger des fœtus, pourquoi pas. J'envisage notre ami Paul Sanda du côté du sacrilège et de la mémoire. Ah non, parce que je tiens à le dire. C'est pour ça qu'on a toute ma sympathie. Oli Cohen-Abbas, vous êtes une grande helléniste, je le sais. Mais justement, si on considère la poésie grecque, hein, je crois que le rapport rêve-réalité a quelque chose de très spécifique, parce que chez les Grecs, c'est toujours un rêve éveillé, un rêve très éclairé, un rêve très réaliste. Donc on peut dire peut-être que le véhicule, c'est l'imaginaire, hein, et c'est lui qui va ensemencer, c'est lui qui va féconder, hein, mais que le rêve, il reste très lucide, très éclairé, et il a affaire à des matériaux réels. Jamais le poète grec ne se départit de ça, c'est-à-dire des éléments très concrets de son histoire. C'est pas un rêve où on bascule dans un domaine brusquement avec frontières fermées qui serait le merveilleux. Hein, c'est autre chose. On tient compte de ces éléments réels et on les transporte avec soi. Mais ils gardent leur fonction aussi de réalité très tangible, très réelle. Et c'est ça qui est très extraordinaire. La colonisation, c'est plus tard, dans les années 40, 30-40, italienne. Il y a la dictature déjà de Métaxas, donc de 1936 à 41.
la Seconde Guerre mondiale, la triple occupation. Après les colonels en 67, c'est-à-dire qu'ils sont toujours sur un... Il y a quelque chose de très important aussi qu'on ne connaît pas et qu'on retrouve, ça prolonge les discussions que l'on a, et surtout dans le cadre de Nanos Aloritis aussi, c'est que donc 36-41, la dictature de Metaxas, effectivement l'État grec est lui-même constitué en 1830, il y a l'occupation, il y a une résistance, une forte résistance, puisqu'on peut considérer que les Grecs ont quasiment libéré eux-mêmes leur pays. Et à la libération, il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé ailleurs, c'est que les résistants, donc le mouvement de la résistance grecque, essentiellement donc constitué par des partis de gauche avec une prédominance des communistes, ces gens-là vont être pourchassés. C'est-à-dire que la libération, il y a le roi qui est en exil, qui revient avec la gouvernance d'avant, les collaborateurs et les résistants. Et ce qui se passe, c'est que sous obédience effectivement anglo-saxonne, notamment anglaise, Churchill va maintenir au pouvoir les collaborateurs, les fascistes grecs, pour se battre contre les résistants qui ont combattu la collaboration et les nazis. Donc ces gens-là vont être torturés, vont être emprisonnés, vont être déportés également dans des îles. C'est un fait hallucinant. C'est comme si en France, en 1945, les États-Unis avaient déclaré la guerre au FFI, au FTP, si on les avait massacrés. C'est un fait complètement hallucinant. Et après, on retrouve les colonels. Là, c'est. Et il y a une petite note très intéressante dans votre préface à un meilleur carnaval de Nanos. En 2011, l'idée qu'une chancelière allemande puisse imposer des mesures d'austérité strictes à la Grèce dans le cadre de la crise financière de la dette à laquelle le pays est confronté ne peut être tolérée par un grand nombre de Grecs, entre autres par le fait que l'Allemagne leur est toujours redevable des réparations pour les actes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. La Grande Famille, les massacres causent de la mort de centaines de milliers de Grecs. Oui, parce que pendant cette occupation, les Grecs vont être spoliés, vont être pillés pendant l'occupation allemande, et ça va donner lieu à une famine qui va causer quand même 300 000 morts. 300 000 morts. C'est pour ça qu'occupation, pour les Grecs, ça renvoie directement donc, à la famine. Et donc il y a un gros passif avec les Allemands, on parle de dette. La dette des Allemands, du fait de la Seconde Guerre mondiale, a été, on va dire, abolie. Mais par contre les Grecs, non. Les Grecs, non. Et les Allemands n'ont jamais effectivement indemnisé les Grecs, ça c'est vrai. Et donc la situation actuelle passe difficilement, d'autant qu'on a forcé à privatiser nombre de secteurs, nombre de lieux, en particulier les aéroports, et que tout ce qui a été nationalisé est racheté pour l'euro symbolique quasiment par des sociétés allemandes. Avant que le temps tourne, avant qu'on passe à Constantin Cavafy. Voilà, un visage extraordinaire. Magnifique. C'est pas proustien, c'est James Joyce. Oh, il a un côté peut-être pour... Oui, il a un côté James Joyce. Lui aussi, c'est la diaspora. C'est la diaspora, c'est Alexandrie. Michel Fardouis-Lagrange aussi, qui n'était pas né en Grèce, mais qui était né en Égypte. Ça vous inspire énormément. Cavafy Énormément, parce que je l'ai lu, et puis ça ne m'est pas apparu tout de suite. En fait, pour moi, Cavafy, c'est pour ça que je le comparais beaucoup à Proust. D'abord, ils sont contemporains d'ailleurs, mais pour tous les deux, à un moment où l'homosexualité passe extrêmement difficilement, n'est-ce pas? Or, Cavafy, il ne vit que pour ça, que l'amour de l'homme, et ce désir intense qu'il a des hommes, qui est vraiment tout le noyau, le centre, le réservoir, l'énergie de sa vie. C'est une beauté inouïe, cet amour. C'est sans mesure, c'est magnifique, c'est splendide. Or, il n'a de cesse, comme Proust, comme La recherche du temps perdu est une œuvre de mystification dans ce sens, parce que finalement Proust, entre les lignes, il parle que de ça. Il en finit par concevoir un monde où il n'y a plus que des homosexuels. Et évidemment, c'est toujours les autres et par lui, donc une projection justement de ce qui le hante, de ce qui l'obsède. Lorca aussi, tu as cette dimension. Absolument, mais chez Cavafy, c'est très drôle parce que moi j'ai pensé à quelqu'un d'autre, à Pasolini. Oui. Et le texte que je voulais lire, je sais pas quel mais en même temps, c'est très pasolinien. Mais c'est plus assumé. Là, c'est encore complètement dissimulé chez Cavafy. Donc il va trouver tous les moyens. Et tout ce Pasolini. Il est moins attaché de façon gratuite et désintéressée à l'histoire. Il cherche des modèles justement d'hommes érigés dans l'histoire. Ce qui est le plus proche de son idéal masculin. De cet amour qui est le nerf, le centre, le cœur, la ressource de sa vie. Ce n'est que ça. C'est une déclaration d'amour. Je reviens toujours moi à l'amour, finalement. Mais immense justement, c'est ce désir-là qui le porte. C'est ce désir-là. Dans le poème c'est si beau, en plus il y a des scènes, des poèmes dans les derniers qui sont d'une crudité, d'une beauté
Prenons le poème des fleurs belles et blanches convenant à merveille. Vous l'avez pas là, de Cavafi. On est quand même dans un monde qui est quand même très matériel et très pasolinien, parce qu'il est entré dans le café qu'ils fréquentaient tous deux, où ici même son ami lui avait dit 3 mois plus tôt: nous n'avons plus d'argent. Nous sommes 2 miséreux, réduits à vivre dans les bouges. Je te le dis tout net. Je ne reste plus avec toi. Un autre, sache-le, un autre me désire. L'autre lui avait promis 2 complets et des mouchoirs de soie pour le reconquérir. Il finit par trouver 20 livres. Pour ces 20 livres, il revint à lui. Et aussi en raison de leur vieille amitié, de leurs années d'amour, de leur attachement. L'autre était un menteur, un vrai voyou, qui ne lui donna qu'un complet d'ailleurs, à contre-cœur, après maintes supplications. Mais à présent, plus besoin de complet, ni de mouchoir de soie, ni de 20 livres, ni même de 20 sous. On l'a enterré dimanche à 10 h du matin. Sur son pauvre cercueil, il a posé des fleurs, de belles fleurs bleues et blanches convenant à merveille à sa beauté, à ses 22 ans. Et ce soir, en raison d'un travail pour le besoin d'un gagne-pain, il est retourné dans le café qu'ils fréquentaient tous deux. Un coup de couteau en son cœur, l'odieux café qu'ils fréquentaient tous deux. C'est magnifique, moi je le connaissais celui-ci. C'est absolument magnifique, mais il parle de ça. Il parle de ça. L'autre, bon, il change de figure, il change de personnage, il est toujours le même. Et on retrouve ce qu'on retrouve justement dans la recherche, d'une homosexualité donc qu'il n'a pas le droit de citer, qu'il n'a pas le droit d'être sous la lumière. Et bien, donc ce sont les bouges, ce sont les endroits malfamés, ce sont les trucs, et qui entraînent une perversion même de la relation amoureuse, à cause de ça aussi, à cause du fait qu'il faille se cacher, n'est-ce pas? Et on retrouve ça. Mais il ne parle que de ça. Et c'est bon. Quand même, hein. Oui. Moi, ça m'atteint en plein cœur, ce truc. Hein. Son cette amie aussi, et ces drames de la jalousie, et de l'abandon, et tout ça. Mais c'est dit avec une beauté, un timbre, une voix qui sont tellement émouvants. Tellement émouvants. Frédéric, Oui, ben, vous avez le droit de parler aussi. Hein. Oui, non, mais je ne vais pas prendre la parole de force non plus. Mais oui, moi j'aime beaucoup Cavafi dans l'idée que pour lui le poème c'est vraiment l'expression du désir qui ne rencontre pas l'amour et qu'il part, enfin, ou qu'il le perd en tout cas très, très vite. Mais, que dans son livre, que dans ses poèmes, il y ait des scènes qui se passent dans les rues d'Alexandrie ou dans une taverne et que on change de page et on se retrouve au 6e siècle et par un grammairien et puis ensuite alors, le temps est comme aboli, c'est-à-dire qu'on fait des allers-retours comme ça entre plusieurs entre les siècles. Mystification, c'est de mystification, parce que l'objet est toujours le même. Oui, c'est ça, mais c'est comme si il traversait les siècles toujours avec le même désir. Oui, c'est ça. Et c'est il a cherché partout. Voilà. Il a cherché partout, dans tous les lieux et dans tous les temps. Oui. Et son insistance aussi sur la jeunesse des hommes qu'il décrit. Il avait 22 ans, 23 ans, donc il est cette obsession du temps comme ça, cette obsession de la paix. On est très proche des poètes antiques aussi, hein. Ah oui. Justement quand on parle beaucoup de l'homosexualité, de l'autre, du jeune. On est dans l'anthologie palatine là. Hein, c'est ça aussi. Très proches, qui sont d'une beauté aussi extraordinaire, flamboyante aussi, et d'une simplicité. C'est juste une ligne, c'est juste un trait. On peut trouver tout ça dans Les Hommes sans épaules, numéro 40. Hein, c'est trouvable encore, oui, voilà. Toujours disponible. Pour ce qui est des Hommes sans épaules numéro 44, on va se revoir, Christophe Dauphin, on a pris rendez-vous. Là. Frédéric, ça a été. Ah, très bien. Bon, alors, je vous conseille de vous trouver le Dieu des potes, Frédéric Tison, Librairie Galerie Racine, collection Les Hommes sans épaules. Hein, bien sûr, on ne va pas oublier Nanos, mais dans les Nanos, allez-y monsieur, parce que vous avez préfacé. Nanos Valoritis, donc Amer Carnaval, Les Hommes sans épaules édition, présenté, établi et traduit par Fotini Papariga. Magnifique.